Bienvenue du coup aux personnes qui sont directement sur YouTube et qui vont nous suivre en décalé. Voilà, vous auriez pu avoir tout ça en direct, mais pourquoi vous n'êtes pas sur notre chaîne Twitch quoi? Donc ça me fait dire qu'il y a une chaîne Twitch, la Tour de Commandement, donc profitez-en, allez la voir. Et également, on a des réseaux sociaux, voilà, Facebook et Instagram, sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Et vu qu'on a plein de personnes très sympas, elles sont actuellement en train de défiler au niveau du chat. Faites coucou à YouTube, le chat. Voilà. Viendez, on est bien. Voilà. Voilà. Thibaut 2 en 1 ce soir. Exactement. Voilà. On optimise le temps. Voilà. J'ai pas le temps, donc du coup, on scinde le boulot. Enfin non, on optimise le temps de travail. Bref. Ce soir, on va parler un petit peu dans notre deuxième épisode de la Tour de Garde, parce que c'est le deuxième. Et ouais, je sais pas si on allait en faire un deuxième, mais il y a besoin du coup, puisqu'il se passe des nouvelles choses. Aujourd'hui, on est le 22 avril, on vient d'avoir il y a à peine quelques heures les annonces concernant les changements majeurs dans le format Commander. C'est-à-dire, d'une part, des unbans, c'est la fête, et de l'autre côté, un changement au niveau des game changers, et également des précisions au niveau du système de bracket, et du coup, le système dont j'ai parlé dans la précédente tour de garde, et qui est censé un petit peu régir, entre guillemets, les différentes intentions de construction de deck en termes de niveau, de puissance, etc., et d'optimisation du jeu. Voilà, bref, voilà. Si vous n'avez pas compris ce que c'était, je vous invite à aller voir directement la première vidéo de la tour de garde qui parle justement des annonces de février et mars, et qui est là, du coup, pour résumer un petit peu tout ce bordel. Mais évidemment, comme là, on a beaucoup de changements et beaucoup de choses qui arrivent avec ce système de bracket, notamment, on a une liste game changer, eh bien, ça a donné envie, en fait, au comité de tester des unbans, en fait. Alors, il y a des raisons pour lesquelles certaines cartes sont unban, donc du coup qu'elles sont débannies, parce que, il y a des cartes qui étaient bannies depuis super longtemps en fait. Et honnêtement, depuis ce moment-là, le commandeur a beaucoup évolué, il a accéléré, et il y a des cartes qui sont à peu près l'équivalent de ces cartes qui étaient bannies, qui existent aujourd'hui dans le format et qui sont complètement légales. Donc du coup, évidemment qu'il fallait faire des tests. Mais il y a plus de précisions sur chacun des unbans qui ont été faits. Et on va en parler un petit peu, parce que moi je suis pour qu'on discute un petit peu de tout ça, c'est pas rien ce qui est en train de se passer, et ça montre qu'il y a une vraie volonté de dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de remodeler un peu le format et lui laisser un petit peu plus de liberté, c'est une très bonne chose. Je rappelle que moi je suis plutôt pour les unbans, sauf de certaines cartes. Et ça tombe mal, parce que dans les unbans dont on va parler aujourd'hui, il y en a où je ne suis pas du tout d'accord sur les unbans en question. Mais on va en parler un petit peu. Du coup, parlons un petit peu des cartes qui ont été débannies. Et on va commencer avec la première, qui est une carte bleue, donc du coup forcément une carte tout à fait fair et tout à fait bonne et que je vais jouer dans 36 de mes decks. C'est Gift Ungiven. YouTube, je ferai un petit effort. Le chat, démerdez-vous. Et voilà, je vous afficherai la carte là. Mais Gift Ungiven, du coup, qui est une carte en fait de tuto. On a eu plusieurs versions de cette carte-là en fait qui existent aujourd'hui. Il y en a eu pour les terrains, il y en a eu pour des cartes de créatures. Et en fait, Gift Ungiven, c'est l'original entre guillemets, qui nous vient de Kamigawa. Kamigawa. Ça vient du premier Kamigawa. Et en gros, on avait ce petit côté, en fait, c'est du tuto pour tout, sauf que évidemment, il y a des cartes qui finissent dans le cimetière. D'autres qui finissent dans votre main. Alors c'est l'adversaire qui choisit, un adversaire qui va choisir en fait les cartes mises au cimetière et les cartes qui restent dans votre main. Mais le problème, c'est que on avait ce petit système en mode, oui, mais en fait il y a que des mauvais choix. Évidemment, forcément, il n'y a que des mauvais choix parce que dans un deck adapté, par exemple, j'ai 2 grosses créatures que je vais mettre et puis 2 sorts de réanimation. Et tu sais quoi? En fait, si tu me donnes pas les créatures, tu les mets au cimetière, je vais utiliser mes sorts de réanimation pour les remettre en jeu. Si tu me donnes les créatures, voilà, tout va bien. Donc voilà, généralement, c'était vraiment, il y a que des mauvais choix. Mais c'est une carte. Alors là, le comité nous dit en fait que il y a une histoire derrière, et en fait, il y a eu. C'est vrai que moi, je considère aussi que il y a ce petit côté où on a eu plein de versions différentes des cartes de cette carte-là qui existent, avec des précisions, avec des restrictions, certes. Mais en fait, ces cartes-là, elles sont pas tant jouées que ça. Notamment, il y a par exemple Realm Uncharted, qui me semble vient de l'Ascension des Eldrazi, qui était pareil, mais pour les terrains. Et on a eu une dans Dominaria Uni en vert également pour les créatures. Voilà. Donc j'ai vu des gens les jouer récemment et j'étais là, je fais, ah ouais, c'est sympa.
Puis c'est original parce que ce sont des tutos qui sont un peu différents et qui jouent en effet avec le cimetière ou alors avec le choix des adversaires surtout. C'est ça qui est intéressant. Donc bon, en gros, de ce que nous dit le comité, c'est que ça a été vu pendant un bon moment comme étant un- une carte forte en fait, un tutor vraiment puissant. Mais je vais être très très honnête, aujourd'hui, je pense que c'est plus trop le cas en fait. C'est un tuto qui est intéressant, qui marche très bien avec certains styles de jeu, mais bon, en soi, je pense qu'il y a d'autres cartes dans le format en fait qui sont au même power level. Et ces cartes-là sont parfois même pas sur les game changers. Donc tu fais bah ouais. Donc bon, là-dessus, je pense en effet que juste dire bah tiens, on va changer, on va unban ça, et puis comme c'est un tuteur, bah, en fait il va rentrer automatiquement dans les restrictions de certains brackets, donc certains niveaux. Et bah oui, en effet, c'est cohérent de se dire bah je vais pouvoir unban ça et pouvoir jouer cette carte-là en suivant les restrictions des niveaux. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. La deuxième carte, alors, j'avais complètement oublié qu'elle était dans la liste. Pour vous dire, pour moi dans la banlist, je vois la carte, je fais, attends, elle était dans la banlist? J'avais complètement oublié. C'est Sway of the Stars, un autre sort bleu, donc du coup, toujours aucun problème, bien sûr, qui coûte 10 mana, et en fait, qui va permettre à chaque joueur de remélanger sa main, son cimetière et les permanents qu'il possède dans sa bibliothèque, de repiocher cette carte, et tous les totaux de points de vie deviennent 7. Et en fait, la justification du panel, elle est... Je pense, en fait, quand je l'ai vu la carte, je me suis dit, ah mais attends, mais c'est normal, c'est parce que Worldfire est unban. Et littéralement, quand j'ai lu les explications, j'ai fait... C'est littéralement la première chose qu'ils disent. Ils ont débanni Worldfire, qui du coup fait pareil, sauf que tous les totaux de points de vie deviennent 1 à la place. Et tu fais, on est un petit peu là-dessus, quoi, et tu fais... Ouais, mais là, ça coûte 10 mana, et honnêtement, c'est pas tellement un problème. Donc tu te dis, mais pour le coup de mana que ça a, oui, en effet, il y a un impact, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça demande tellement un investissement conséquent, que je pense pas vraiment que ce soit un souci, en fait, pour les adversaires de le subir, quoi. Donc ouais, et puis dans une partie, ça semble relativement équilibré. Donc, il y a d'autres cartes en fait qui sont plus pétées que celle-là, et je pense honnêtement que Sway of the Stars, bah ouais, ça passe quoi. Et le comité a l'air du même avis, bah, sinon il n'aurait pas débanni, bien sûr. Voilà. Mais moi je comprends complètement pourquoi l'unban. Donc bon. Passons maintenant à l'éléphant dans la pièce. Raids, cabale mignonne. Ouais, Nat, pour celles et ceux qui connaissent son nom en français. Nat, la... Ah non, j'ai oublié... Au fifre de la coterie, je ne sais plus. Mais voilà. Braids, qui est juste hallucinant. Parce qu'en fait, c'est une créature légendaire qui dit qu'au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Et elle avait été mise sur la banlist pour de très bonnes raisons à l'époque, notamment le fait qu'il était possible de jouer Braids au tour 1 et de locker la partie avec Braids. Plus ou moins. Voilà, enfin du moins de ralentir énormément la partie pour tous les joueurs. Et je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est l'une des cartes en fait qui méritait son ban, mais il y a peut-être un contre-argument derrière. Alors que nous dit le comité? Bon, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de cette carte, etc. Quand elle est dans le deck, il y a généralement pas de problème. Mais quand elle est à la tête du deck, c'est là où ça commence à être un peu plus problématique, notamment quand elle est sortie très rapidement. Mais le comité nous annonce comme quoi, enfin le panel, excusez-moi, le CPF, attends, le CFP, CFP, commentaire, format, panel, le CFP, appelons-le comme ça. Mais en fait, le CFP pense que, en gros, il y a quand même tellement de gestion aujourd'hui qui existe dans le format que c'est pas vraiment un problème de gérer un commandant qui souvent, enfin, comme il demande 4 mana à être lancé, il fait rien directement à l'arrivée en jeu. Les réponses, en fait, elles sont légion. En éphémère, aujourd'hui, on en a beaucoup plus que ce qu'on avait à l'époque où le commandeur était en train de démarrer. Et du coup, ça devrait être moins problème. Le petit problème, je trouve, c'est que dans cette affirmation, pour moi, ça veut dire que les gens vont devoir adapter énormément leur façon de jouer et de garder leurs mains si jamais on a Braids, si jamais on a Nat sur le champ de bataille.
Et c'est un truc que je trouve complètement stupide là-dessus. Ouais, je vois qu'il y en a dans le chat qui disent ouais, mais avec Targrid, c'est encore. Oui, oui, bah, en effet, dans un deck Targrid, par exemple, c'est plutôt assez immonde, puisqu'on récupère des cartes à chaque tour, c'est un truc de fou. Mais ouais, personnellement, je suis pas fan de cette décision-là, parce qu'en fait, pour moi, Braids, oui, on a perdu Mana Crypt, on a perdu Jewel Lotus, ce qui fait que actuellement, on a moins de fast mana pour jouer Braids plus rapidement. C'est vrai que avant que ces deux cartes-là soient bannies, bah, en fait, moi, jamais j'aurais autorisé à ce que Braids Nat reviennent dans le format. Je me dis, mais ouais, parce qu'en fait, t'as Jewel Lotus, t'as du coup Mana Crypt, t'as moi, je vais pas dire. Ouais, Anneau Solaire permet de la jouer tour 2. Ok. T'as Lotus Pétale, les Mox, etc. qui permettent de booster le mana et de faire en sorte qu'il arrive T1. Évidemment, on pense à Maes Noire, par exemple, qui est très efficace aussi pour générer le mana nécessaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué statistiquement de réussir à sortir Nat au tour 1. Voire même au tour 2. C'est plus complexe, en fait. Vraiment, là-dessus, en termes de statistiques, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'impact en fait du commandant dans la game, pour moi, il est encore trop important en fait. Derrière, j'ai peur en effet, ouais, ça peut être aussi des decks réanimateurs qui vont peut-être mettre Braids au cimetière, la réanimer dans le premier tour, ce qui est également faisable, hein, notamment avec Entombe Reanimate, let's go, voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des combinaisons en fait qui me semblent un petit peu trop fortes avec Braids, notamment, voilà, le chat parlait de Tergrid, en effet, oui, Tergrid aime beaucoup Nat, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment là-dessus où je trouve qu'il y a un petit souci. Surtout, c'est un commandant qui est très oppressif, mais juste pour être oppressif. Bon, j'ai un peu peur, j'ai vraiment un peu peur de ce que ça peut donner en fait là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que les personnes qui vont vouloir absolument monter ce deck-là, avec ce commandant-là, en disant oui, le but c'est d'essayer de casser les couilles, de sortir le plus vite possible pour que les joueurs perdent des ressources à chaque tour, j'ai l'impression que ce style de jeu-là, en fait, ça va être amusant une fois, deux fois, et voilà quoi, enfin, et surtout ça va demander beaucoup d'insister sur le commandant, les ressources, etc. Mais bon, à côté, ça se trouve, en effet, peut-être qu'à la première ou la deuxième gestion, après, le joueur de Nat, il aura plus rien à jouer. Et en fait, c'est un peu de la même façon que Tergrid, je vais rejoindre là-dessus. Mais Tergrid, pour moi, Tergrid est un commandant qui est relativement fair. Parce qu'en fait, tout tourne autour du commandant. Si le commandant est pas là, en fait, tous les éléments, les moteurs à sacrifice, etc., en fait, on s'en fout. Les moteurs à défaut, c'est plutôt moyen. Et en fait, c'est juste parce que Tergrid permet de récupérer les cartes défaussées ou sacrifiées qu'elle devient vraiment impactante et que les gens la trouvent infâme. Mais des guillemets parce que c'est une citation de Satori dans le chat. Mais en fait, non, parce que le commandant Tergrid coûte relativement cher, 5 mana. 5 mana Et 5 mana. J'ai un doute, ça y est. Mais en gros, la gérer une ou deux fois, ça devient vite un problème derrière pour ce genre de deck. Et Nat, c'est un peu la même chose. Donc du coup, voilà, je suis un peu entre deux visions des choses. C'est de me dire, ça m'énerve ça m'énerverait de rencontrer Nat, mais en même temps, on est dans la même situation que Tergrid, et si on gère le commandant, logiquement, il va pas se passer grand-chose à côté. C'est là-dessus où je pense que c'est un peu compliqué. Alors, pour ceux qui pensent que l'intention de jeu pour jouer Braids sera au bracket, en fait non. Parce que, littéralement, à haut niveau, Nat, on va s'en foutre. Parce que la raison est assez simple, c'est que, à ce niveau-là, même si on joue Nat rapidement, en fait, le nombre de gestions généralement proposées dans les decks est plus important, et du coup, en fait, ça veut dire que le commandant va se faire gérer encore plus vite. Du coup, il y a un paradoxe en fait. Pour moi, ça fait partie de ces commandants qui, dans le power level, que ce soit l'échelle que nous on avait mis en place ou les brackets actuels, hein, c'est des commandants qui sont un peu aliens et qui existent un peu en dehors. C'est que ils sont très oppressifs quand il n'y a pas beaucoup de gestion, mais dès qu'on commence à en avoir trop, ils ont plus aucun intérêt. Voilà. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas vraiment d'endroit où ces commandants-là, ils vont vraiment bien se retrouver. Et souvent, c'est des endroits où ça va être à un niveau ou à un bracket où, ah bah tiens, non, mais il est trop fort, il est trop oppressif. Et ensuite, si on passe à celui du dessus, bah non, en fait, il se fait défoncer parce que les autres decks sont beaucoup mieux armés contre lui. Et c'est assez infernal. Je trouve ça assez infernal comme deck parce qu'il n'y a pas de juste milieu, quoi.
C'est très bizarre là-dessus. Le déban suivant, eh ben, ma foi, on va en discuter. C'est Coalition Victory, qui est un vieux rituel de Fléau. Fléau J'ai oublié. Qui en fait permet, pour 8 mana, dont un de chaque couleur, de gagner la partie si jamais il y a un joueur qui contrôle... Enfin, pardon, si jamais vous contrôlez un terrain de chaque type de terrain de base et une créature de chaque couleur. Et en effet, qui est une condition de victoire pour 8 mana, c'est une condition de victoire alternative. Et honnêtement, eh ben, je vais être très sincère avec vous, ben, je ne vois pas où est le problème. Parce que il y a en effet, alors voilà, le CFP nous annonce comme quoi il y a eu énormément de discussions autour. Parce qu'en fait, c'est... En gros, je pense que le problème qu'il y a, c'est que quand on joue 5 couleurs, c'est une carte qu'on va avoir envie de tout de suite jouer. Sauf que je suis pas forcément d'accord pour le coup, parce que Coalition Victory, c'est quand même un coût de mana très élevé, hein. 8 mana, c'est quand même assez conséquent. Et bon, on a accès au vert, donc faut pas se plaindre non plus. Mais voilà. Mais 8 mana, c'est quelque chose d'assez conséquent, mais en même temps, je pense que vouloir mettre juste Coalition Victory parce que je joue 5 couleurs, bah, ça me paraît pas être le bon plan, parce que même moi, dans mes jeux 5 couleurs, souvent, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus dominantes. C'est souvent color plus 2 couleurs en bonus, quoi, en splash. Et je me dis, réussir à avoir les 5 couleurs représentées, sachant qu'aujourd'hui en commandeur, on a beaucoup de commandants 5 couleurs qui en fait sont 2 ou 3 couleurs, parfois même une couleur, et en fait qui ont l'identité colorée à cause des capacités qu'ils ont. Bah, je pense notamment par exemple à Kenrith, où le roi réapparu. Il est mono blanc, mais en fait il a 5 couleurs. Pareil pour le général Tazri, voilà, qui est 5 couleurs également, mais en fait qui est mono blanc, encore une fois. En termes la différence entre identité et couleur, elle est quand même assez importante, notamment, tiens, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure en parler, Ramos, voilà, mais Ramos en fait est incolore, mais juste, bah, il a une identité 5 couleurs, parce qu'il a une capacité qui utilise les 5 couleurs. Ok, d'accord, enfin, c'est... Du coup, je suis pas sûr en fait que Coalition Victory soit si fort et si auto-inclus que ça. Par contre, c'est vrai que si on joue un deck 5 couleurs, Niv Mizzet, pardon, un Niv Mizzet par exemple, ça me paraît quand même être quelque chose de très intéressant parce que on joue sur le multicolore, on joue sur les combinaisons colorées. Là, en effet, pour moi, ça devient intéressant. Mais du coup, il y a d'autres cartes qui peuvent devenir intéressantes avec. Je pense à des cartes notamment, bah, Niv Mizzet en effet qui joue sur les combinaisons bicolores. Mais on a également dans New Capenna, alors j'ai oublié le nom de cette carte complètement, je suis désolé. Mais une carte qui jouait 5 couleurs et qui jouait sur les tricolorités, les combinaisons tricolores. Why not? Donc bon, c'est que des trucs comme ça en fait. Là-dessus, je me dis que Coalition Victory, en fait, dans ce style de jeu, bah, ça me paraît être une condition de victoire qui est plutôt faire, en fait, qui demande une certaine mise en place. Donc ouais, c'est intéressant là-dessus. Donc j'avoue que je suis assez d'accord pour ce déban parce que clairement, c'était pas une carte, en fait, même si c'est une condition de win alternative. En fait, quand on regarde aujourd'hui, on a le Souverain Felidar qui est actuellement légal dans le format, qui permet de gagner si on a 40 points de vie au début de notre tour, alors qu'on commence littéralement la partie à 40 points de vie. Ben, c'est facile, en fait. Pareil, on en a d'autres, c'est en fonction... Je pense notamment à... Ah, j'ai oublié le nom. Il y a Mortal Kombat, qui est en fait, bah, si jamais on a 20 créatures dans notre cimetière au début de notre entretien, on a gagné la partie. On a également la carte inverse, dont j'ai oublié le nom, en vert, qui fait la même chose, mais en fait, si jamais on a 20 créatures en jeu. Et en fait, c'est des conditions qui sont relativement simples à mettre en place, mais également relativement simples à contrecarrer. Notamment, bah, comme Coalition Victory nous demande d'avoir des créatures de chaque type de couleur, et ben, si on a des gestions, en fait, c'est pas trop un problème, quoi, là-dessus. Oui, Mortal Kombat, oui. Et il y a l'inspiration. Et voilà, du coup, bah, je pense que c'est pas forcément un problème, quoi. Et puis, ouais, ça... Je sais pas, pour moi, l'investissement en mana, en fait, justifie une win. On a d'autres conditions de victoire qui sont beaucoup moins conditionnelles, qui existent, en fait, pour 8 mana. C'est-à-dire, vous regardez ce que peut apporter un tourment de grêle de feu, ou un exsanguination, par exemple. C'est vrai que c'est des sorts qui
bah, pour moi, à 8 mana, en fait, ont déjà un impact quand même très conséquent dans la partie. Alors certes, pas forcément une win, dans certaines conditions. Bon, Tourment le feu peut être une win pour 8 mana, hein, ça je vous l'annonce tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait dire qu'il y a quand même moyen, en fait, de, de comparer ça à des cartes qui sont beaucoup moins, conditionnées, en fait, pour être des wins. Voilà, donc bon. Bref, passons à la carte suivante. Alors celle-là, elle me fait très peur. J'ai peur, maman, au secours. On va parler en fait de la dernière carte qui a été débannie, et ça me fait vraiment très 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 peur. Et c'est le Panoptic Mirror, qui est un artefact en fait qui a l'empreinte en fait pour X, et en l'engageant on peut exiler un éphémère ou rituel avec un coût de X depuis votre main. Et le truc qui est un peu couillon, c'est qu'au début de votre entretien, en fait, vous pouvez copier euh, un... un éphémère ou un rituel qui a été en fait exilé par le Panoptic Mirror avec l'empreinte, le copier et du coup le jouer la copie sans payer son coût de mana. Et je vais être très sincère, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en même temps, de l'autre côté, je me dis que je vais peut-être m'amuser et rajouter un Panoptic Mirror dans mon deck tour supplémentaire, parce que ça a toujours été le problème avec Panoptic Mirror, et que honnêtement, je vais être très très sincère avec le CFP pour le coup, je pense que c'est probablement la pire carte à déban actuellement. Autant Braids, je trouve le commandant chiant, et que dans certaines parties, il peut être vraiment très difficile à tolérer en fait sur une table, et à apprécier si jamais il sort trop vite, ok. Mais le miroir panoptique, alors oui, il peut être très sympa à jouer, il peut être très cool si tu joues avec des éphémères rituels un petit peu que tu as envie de rejouer, tout ça, c'est sympa. Mais le gros problème, c'est que la combinaison avec les tours supplémentaires, elle est monstrueuse. Et le petit souci, c'est qu'en fait, l'argument principal là-dessus du CFP pour le miroir panoptique, c'est que, bah, en fait, les boucles de tours supplémentaires ne sont pas acceptées acceptées à partir du niveau 4, enfin, du bracket 4. Ce qui fait que bracket 4 veut dire que généralement les decks sont quand même à un certain niveau d'optimisation. Et du coup, que à ce niveau-là, ben, souvent, on va avoir des gestions d'artefacts qui sont disponibles. Et c'est là-dessus où je suis pas d'accord, encore une fois, c'est que, en fait, les gestions d'artefacts, elles sont présentes. Pas de problème. À niveau 4, même à niveau 3, à niveau 2, on a des gestions d'artefacts. En plus ou moins grande quantité, ça c'est à voir. Mais, pour moi, l'énorme problème, en fait, c'est que autant je vois Nat dans une zone de commandement, je peux en effet me dire, je vais peut-être mulligan de manière un peu plus agressive, et me dire, ok, je vais essayer de trouver une gestion de créature, d'avoir au moins une gestion de créature dans la main. Comme ça, si jamais Nat sort trop vite, hop, je peux faire un truc pour la gérer, voilà, pour détruire la créature ciblée. Hop, c'est fait. Infernal Grasp, par exemple, très bien, pas de problème. Ok. Mais le miroir panoptique, rien ne laisse présager de ce qui peut arriver. Et du coup, là-dessus, bah, en fait, je vais pas m'amuser à me dire ah, il me faut absolument une gestion artefact dans ma main de départ, parce que si jamais il y en a un d'entre nous qui joue un miroir panoptique, et que, par hasard, il jouerait bleu, pour les tours supplémentaires, eh ben, on risque de l'avoir dans le cul, quoi. Donc tu fais, ouais, bon, là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Le problème, c'est que la combinaison miroir panoptique avec tour supplémentaire, bah, en fait, elle est très conne. C'est, si jamais on a suffisamment de mana, ça peut être, ah bah tiens, je vais jouer un tour supplémentaire, ok, et derrière, je vais jouer bah, Panoptic Mirror, hop, l'activer et mettre un tour sup à nouveau en dessous. Et en fait, bah, j'ai un tour sup, donc du coup, je vais enchaîner avec mon tour supplémentaire. Mon miroir panoptique va se déclencher, me faire un autre tour supplémentaire, et on est parti. Et le truc, c'est que comme les tours sup, il y en a qui sont à 5, il y en a qui sont à 7, il y en a qui sont à 8, il y en a qui sont à 10, évidemment, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un tour sup qui n'est pas dans la banlist et qui n'est pas dans le Power 9 et qui ne coûte que 3 mana. Ça s'appelle Savor the Moment, savourer l'instant.
ça vient de Sombreland, et je pense que moi je l'avais joué en fait en tour supplémentaire dans mes decks Planeswalker. 4 couleurs Atraxa, la bonne époque au moment où elle est sortie. Et c'était complètement con, parce qu'en fait, c'est un tour sup qui fait que vous ne dégagez pas vos permanents à votre étape de dégagement. Ce qui peut poser problème. Vous dites, ben non, mais attends, c'est un peu con, parce que mes manas, tout ça. Ouais, mais non, pas de problème. Y a pas de problème du tout. Parce qu'en fait, derrière, dire, bah oui, je vais juste faire un tour sup pour déclencher mon miroir panoptique, ou, dans le cas où je le jouais, activer les capacités de Planeswalker, bah, c'est loin d'être un problème, en fait. Donc bon, du coup, miroir panoptique, bah, je pense que ça peut être des... Ça peut donner des situations qui sont un peu gênantes, et surtout, bah, sur un tour de jeu, ça peut aller très vite, quoi. Après, en effet, jouer miroir panoptique et l'activer dans le même tour pour un tour supplémentaire à 5, ça requiert quand même 10 mana. Ce qui est, en effet, une certaine quantité de mana. Après, tout dépend de quel deck vous jouez. Parce qu'encore une fois, je vais râler dessus, je vais râler sur le vert, qui malheureusement rampe beaucoup trop. Et on a eu une quantité de rampe qui était astronomique en 2024 qui est arrivée. Des nouveaux, hein, je parle uniquement des nouveaux. Et là-dessus, en fait, si on commence à avoir une combinaison bleu-vert avec tour supplémentaire, je peux vous assurer que on va en chier. Voilà. Donc bon. Comme dit le chat, 10 mana dans un deck Simic, c'est largement jouable. La dernière fois, je l'ai fait avec le deck préconstruit de Morne Brune. J'ai fait 10 mana au tour 5. Voilà, hein. Vous faites comme vous voulez. Voici une information complètement débile. Oh, bon. Mais je suis vraiment, vraiment inquiet là-dessus. Parce que je me dis que dans certaines situations, ça peut être très vite remboursé. Sachant qu'on a des réducteurs de coûts d'activation, on a des réducteurs de coûts pour le lancement des artefacts. C'est vrai qu'on a un réducteur de coûts aussi pour les capacités d'artefacts, ce qui est quand même assez incroyable. Et du coup, je suis un petit peu inquiet là-dessus. Bon, à voir ce que ça va donner, à voir comment le jeu va s'adapter autour de ces cartes. Est-ce que finalement, ça va pas être une carte que la majorité des gens vont bazarder à la poubelle parce qu'ils se disent ouais, je peux faire des trucs, mais finalement, bof, c'est pas... Voilà quoi. Mais je pense qu'il y a des combinaisons qui seront très 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 fortes et que ça va devenir une carte qu'il faudra regarder de près. Alors, on a des nouvelles concernant Extorsionniste des Quais, le Jewel Lotus et la crypte de mana. Et en gros, voilà, pour le moment, ils sont encore en train de réfléchir. Voilà, je vais être assez honnête là-dessus. Ça ne m'étonne pas, en fait. Je pense qu'actuellement, comme ils sont encore en train de construire un petit peu toutes les fondations de la maison du nouveau format, ou plutôt du format libéré... Non, je vais pas l'appeler. Le New World Order, je sais pas comment vous l'appelez. Mais en gros, on est vraiment face à une situation où ils sont en train un petit peu de dire ok, on veut trouver quelque chose qui rend vraiment le commandeur intéressant, équilibré, où les gens peuvent se retrouver, avoir des parties sympas, et sans trop se prendre la tête, et vraiment, voilà, passer des bons moments. Et je pense que revenir en arrière trop vite, et ne pas estimer correctement les cartes, je pense en effet que ça serait une erreur. Je ne leur en veux pas du fait qu'ils aient pas débanni pour le moment. Ils font des tests, ils font des essais, on le voit, ils testent des choses, ils essaient de voir ce que ça peut donner. Ok, d'accord. Et moi, je vois qu'il y a du mouvement. Le fait qu'il se passe quelque chose, et non pas... Parce qu'on aurait pu rester pendant 6 mois avec... il se passe rien,